Mais dans la réforme du collège, le français et les maths auront une importance primordiale. Donc c'est dans les mois qui viennent que nous l'annoncerons. Écoutez, je ne suis pas sûr qu'on soit d'abord tout à fait sorti du pays du pieux mensonge. Parce que... Sur cette question-là, du français. Oui, sur la question des parents et sur la question de l'école. Parce que nous vivons aujourd'hui une dérive vers le consumérisme scolaire. Les parents, autrefois, quand leur enfant avait une mauvaise note ou une mauvaise appréciation, engueulaient leur enfant. Il y a des parents aujourd'hui, pas tous les parents, de toutes origines, vous avez entendu, de toutes origines, qui vont voir le professeur, le proviseur, qui l'engueule et qui quelquefois le frappe, parce que précisément, c'est sa faute si ça ne marche pas pour leur enfant. Il faut quand même avoir conscience de ce phénomène. Alors moi, je veux bien que les parents soient intégrés à ce qu'on appelle la communauté éducative. Je rappelle que l'école est une institution et que la République, c'est se tenir droit. Donc se tenir droit, c'est que les parents, par exemple, redeviennent, et ça j'adresse une supplique même à la télévision, des pères et des mères, et cessent un peu d'être des papas et des mamans. Le père et la mère, ça c'est mieux ce que ça a à faire. Vous voulez dire que les journalistes ont trop tendance à... Oui, papa, maman. Et pas seulement eux, tout le monde. Et les profs redevenir des professeurs pour redonner sens précisément à la vie scolaire, à l'autorité de l'enseignant qui manque aujourd'hui et qui manque d'autant plus que le redoublement est interdit. Et cette sollicitude dont je parlais, cet amour, consiste aujourd'hui à aligner nécessairement le niveau des meilleurs sur celui des plus faibles, précisément pour ne pas les laisser au bord du chemin. Donc le niveau général dans toutes les classes s'effondre et c'est une situation qui nous a menés au désastre. Ce désastre n'a pas pour seule raison le nouveau public scolaire, même si c'est un problème, et de ce désastre, il faut sortir aujourd'hui. Peggy parlait des maîtres comme des hussards noirs, sveltes, sévères, sanglés, sveltes, bon, je ne sais pas, sévères, c'est pas mal, non pas parce que c'est de la méchanceté, mais parce que c'est, comme vous disiez, de la rigueur. L'école, aujourd'hui, manque singulièrement de rigueur. Laurence Decoq, la rigueur ou la sévérité bienveillante, vous signeriez dès demain ? La rigueur bienveillante, la sévérité bienveillante. On peut continuer à faire de la rhétorique toute la soirée si vous souhaitez. Non, mais on voit bien le message. Non, mais le message, c'est quoi? C'est une certaine fermeté, Enseigner, c'est un métier. Qui aime bien, punit bien, c'est ça. Enseigner, ça s'apprend. Non, mais sortons du sens commun. Enseigner, c'est un métier. Enseigner, ça s'apprend. La formation des enseignants a été supprimée par le gouvernement précédent. Lorsqu'on est dans une classe, évidemment que le savoir instaure un rapport d'autorité, un rapport de respect, un rapport de... Vous pouvez mettre tous les mots que vous voulez. Évidemment qu'on enseigne des textes qui sont des textes issus des Lumières. Oui, on a parfois des difficultés à enseigner un texte de Voltaire, à enseigner un texte de Diderot. Oui, et on a des outils, ça ne s'appelle pas de la démagogie, ça s'appelle de la pédagogie. On a des outils pour enseigner ces textes-là. Et ça marche. Et on ne brade pas les savoirs. Je suis désolée, vous annonnez ça depuis les années 80. C'est faux, c'est faux. On ne brade pas les savoirs. Les professeurs font leur métier. Il y en a qui ont effectivement des difficultés. Les jeunes enseignants ont des difficultés, c'est vrai. La formation est déficiente, c'est vrai. Madame, les jeunes enseignants qui arrivent là depuis ces 3-4 dernières années n'ont pas été formés. Donc oui, ils ont effectivement beaucoup de difficultés. La formation continue pour des raisons budgétaires a été sabordée dans énormément d'académies. Donc oui, bien entendu que je suis pas en train de faire un tableau absolument idyllique, mais je ne peux pas laisser dire que nous sommes dans une situation de désastre. Vous fantasmez, j'en suis désolée, vous devez faire des cauchemars toutes les nuits, mais nous ne sommes pas dans une situation de désastre. Je le sais depuis l'année 1989. Enseigner, c'est un travail. Il y a des matins où on n'a pas envie d'y aller, effectivement, comme dans n'importe quel autre travail. Il y a des moments aussi, on a des petits bonheurs, et c'est pas parce que c'est de la démagogie. Récemment. Récemment, c'est tous les jours. Enfin, je veux dire, il y a des moments mais si vous avez quelque chose à nous raconter. Oui, je peux vous raconter. Oui, je peux vous raconter. Les petits bonheurs. Oui, je vais vous raconter un grand bonheur. Nationale. Je vais vous raconter un grand bonheur et puis je vais vous raconter un grand malheur. Tiens, voilà. Alors, je vais vous raconter un grand malheur puisqu'on est dans les anecdotes personnelles.
Le grand malheur aussi, pour vous expliquer ce que c'est que parfois travailler dans ces quartiers, et ce que c'est parfois ces enfants, et pourquoi le sentiment d'injustice et le sentiment d'abandon peut être parfois particulièrement fort. Un grand malheur, donc, il y a quelques années, lorsque, en plein mois d'août, lorsque les profs qui souvent sont en vacances, parce que les profs, ils ont quand même aussi les moyens de partir en vacances, c'est quand même des petits bourgeois aussi, il faut appeler un chat un chat. Lorsqu'un prof est en vacances et qu'il apprend qu'un de ses élèves, qui lui a passé son été à faire du VTT sur le parking de Champion, a été assassiné à batte de baseball, à coups de batte de baseball par quelqu'un, qu'il est tombé dans le coma, que les secours ne sont pas venus à temps et que le gamin est mort et qu'il avait 14 ans. Voilà, ça aussi c'est du vécu. Vous voulez du vécu? Vous voulez que je vous lance dans ce que c'est qu'un quartier? Ça c'est du vécu. Maintenant, quelques années plus tard, et ça c'est douloureux pour un prof. Et ça montre aussi, et ça dit plein de choses de ce qui se passe dans ce genre de quartier et de ce qui se passe chez ces enfants pour lesquels liberté, égalité, fraternité n'a pas vraiment le même sens que pour moi ou que pour vous, Monsieur Finkielkraut. Et l'assassin, c'était qui? Et un petit bonheur maintenant. Est-ce qu'il a été jugé? Est-ce qu'on l'a vu? C'est pas la République qui l'a assassiné, en tout cas. L'assassin a été jugé. C'est pas la République qui l'a assassiné. Non, parce que si vous dites, vous donc êtes en train de me dire... Donc un petit bonheur maintenant. Non, mais vous pouvez très bien ne pas vouloir comprendre ce que je dis, mais c'est pas grave. En réalité, c'est pas vous que j'essaie de convaincre. Ah bah non, j'ai bien compris que vous viviez dans le désastre et pas moi. Donc nous ne sommes pas dans le même monde. Ah oui. Donc je m'adresse aux téléspectateurs. Le petit bonheur. Petit bonheur ou grand bonheur. On parlait justement de ce qui s'est passé après la tragédie et de comment les profs étaient arrivés devant leurs élèves, parfois démunis, parfois particulièrement, et la plupart du temps d'ailleurs très émus, très troublés. Moi, j'ai eu des moments de débat avec des élèves où ce sont presque eux qui, à un moment donné, m'ont porté pour que le débat ait sens, pour que le débat prenne sens, Ils avaient envie de parler. Pour que les mots justes soient posés sur ces événements. En tout cas, ils ont su parfois dire les choses mieux que moi, parce que pour moi, parce qu'un prof, c'est ça aussi, c'est un être humain, pour moi, c'était un peu tôt. C'était un peu tôt d'être saisi dans l'urgence, et je n'avais pas forcément réfléchi à l'ensemble des outils que j'allais pouvoir mobiliser. Ils ont été là, ils ont été bien, parce qu'un cours, c'est une rencontre aussi. Une relation pédagogique, c'est quelque chose qui s'installe. Un cours, c'est une situation, c'est sur l'instant et sur la longue durée. Ce sont des rencontres, que ça se passe bien ou mal d'ailleurs, hein, même des relations conflictuelles, c'est une relation pédagogique. Mais je veux dire, à partir de là, on ne peut pas dire que c'est impossible de faire cours dans les banlieues, qu'on sabote, qu'on apprend que du rap, et que gna gna, et qu'ils ne parlent pas français à la maison. Mais quand ils parlent danois chez eux, vous dites pas « Oh mon Dieu, c'est un handicap, ce bilinguisme ». Quand ils parlent allemand, quand ils parlent anglais, quand ils sont américains, tout de suite, c'est un atout. Ah, mais quand ils parlent arabe, oh là là, mon Dieu, alors là, c'est sûr qu'ils vont droit vers l'échec scolaire. Non, je suis désolée, mesurez vos mots. Vous pouvez pouffer, mais c'est vrai. Mesurez vos mots et sortez de vos mondes. C'est vous qui extrapolez complètement. C'est incroyable de dire des choses comme ça. C'est incroyable. Alors moi, je vais vous citer aussi un témoignage, un dramaturge algérien, Mohamed Kassimi, qui va à Gennevilliers. Je le connais, son témoignage. Oui, alors bien entendu, c'est un lycée qui n'est représentatif de rien. Il essaye de parler du journal satirique Charlie Hebdo, et tout le monde, tous les élèves lui disent, écoutez, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Il dit, mais nous sommes dans un pays démocratique. Non, nous ne sommes pas dans un pays démocratique, parce que quand on fait la quenelle, on a beaucoup d'ennuis. Et si on ne les avait pas tués, ils auraient recommencé. Voilà à quoi s'est heurté Mohamed Kassimi, qui n'est pas un sous-chien, qui n'est pas un Français xénophobe, qui est un dramaturge algérien attaché effectivement à l'émancipation de tous. Voilà les témoignages que nous citons, voilà ce que nous disons, et vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais pensez que quand nous dénonçons le désastre scolaire actuel, nous ne sommes pas dans le monde, alors là, franchement, je trouve que vous n'avez ni d'yeux pour voir, ni d'oreilles pour entendre. Alors, deux réalités, et sans doute